D'abord pour dire que hier, lorsque les Échos ont parlé de la manifestation d'aujourd'hui, les Échos ont fait référence à un sondage qui montrait que parmi toutes les préoccupations et les enjeux actuels de la gestion, la préoccupation principale semblait être la peur par rapport à la survenance d'un certain nombre de risques majeurs, risques écologiques, risques industriels et autres. Et cela m'a renvoyé à des travaux qui ont été faits en recherche il y a déjà plus de 10 ans par Ulrich Beck, qui est un Allemand, et qui a dit que nous allions désormais vivre dans la société du risque. Qu'aujourd'hui, la véritable richesse, ce n'était plus comme autrefois de posséder, mais c'était d'être à l'abri du risque. Or, pour les entreprises, pour les entrepreneurs, eh bien, le risque est consubstantiel de leur activité. On ne peut pas entreprendre sans risque. Donc, il y a un certain paradoxe entre une société où on craint le risque, et tout le monde est d'accord pour dire que le risque aujourd'hui devient multidimensionnel, et que de nombreux risques sont... Autrefois, le risque était extérieur, le risque aujourd'hui est intérieur à la société. Et de notre côté, le fait que l'entrepreneur, de toute façon, il faut bien qu'il vive avec le risque. D'où l'introduction de mon sujet, c'est que le risque aujourd'hui est devenu quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut analyser, qu'il faut évaluer, et quelque chose par rapport à quoi il faut chercher évidemment à se prémunir. Et tu me passes la manette, je te prie Bernard, merci. Et je voudrais, dans un premier temps, montrer comment la notion de responsabilité sociale a permis d'appréhender le risque sous trois angles particuliers. Dans un deuxième temps, je montrerai comment la normalisation fait partie, avec d'autres techniques, de moyens donc, de prévention du risque. Et enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de montrer que cette normalisation, évidemment, a elle aussi ses limites et ne répond que très partiellement aux problèmes. Alors je crois que la RSE a permis de prendre conscience de la pluridimensionnalité du risque. Dans les enjeux contemporains de la RSE, sans vouloir en faire l'historique, j'en distinguerai un peu rapidement trois. D'abord, le problème de la légitimité, ensuite celui de la réputation et enfin celui de la performance. Je crois, et il y a un spécialiste au moins dans la salle, sur la légitimité, qu'aujourd'hui c'est un des concepts qui permettent le mieux de comprendre comment le risque apparaît sous un jour nouveau. Car la légitimité, c'est finalement la façon dont une entreprise est socialement acceptable et acceptée, la façon dont une entreprise, finalement, dans une société, semble correspondre aux attentes, aux valeurs d'un ensemble de groupes d'individus qu'on appelle les parties prenantes. Lorsque Lafarge s'amuse à creuser des trous partout, des carrières, ou à mettre des usines qui peuvent éventuellement polluer les riverains, eh bien, sa légitimité, c'est que, malgré ces inconvénients objectifs, il y ait des contreparties économiques qui fassent que la société l'accepte. Ce qu'on appelle aujourd'hui la licence, enfin, le permis d'opérer, qui se trouve dans les industries extractives, mais qui se trouve également dans toutes les sociétés transnationales. Dès qu'elles sortent un peu de leur environnement, elles se trouvent face à ce problème de légitimité qui est un problème qui n'est pas simplement un problème de conformité par rapport à des normes ou par rapport à des règles juridiques, mais qui est un problème de co-construction permanente entre les sociétés et les environnements qui les accueillent. Deuxième dimension, c'est la dimension de la réputation, ce fameux actif immatériel qui joue un rôle de plus en plus important dans l'évaluation des entreprises, dans la différence entre les valeurs boursières et les valeurs de livres, et les valeurs comptables. Il y a beaucoup d'écarts et la réputation fait partie de l'explication de ces écarts. Une entreprise aujourd'hui, une partie de ses risques sont liés à sa réputation. C'est difficile à acquérir, c'est très fragile à briser. Troisième dimension, c'est la performance. Alors, la performance, évidemment, il y a la performance comptable, financière, mais on a de plus en plus tendance à dire que la performance, elle aussi, devient pluridimensionnelle. On parle de performance sociale, on parle de performance environnementale. Et le problème, non résolu à ce jour, mais le problème est de savoir s'il y a des liaisons entre ces différents types de performances, s'il faut les étudier séparément, s'il y a ce qu'on appelle un business case de la RSE. Et ces trois dimensions ne sont pas interdépendantes, car vous le comprenez bien, la légitimité est une composante de la réputation, et la légitimité et la réputation, ensemble, agissent sur la performance.
Et je crois que c'est par rapport à cet ensemble de problèmes que la RSE a profondément renouvelé qu'il faut situer le problème de la normalisation. Car la normalisation, c'est finalement une façon... Je me suis trompé. Merci. C'est une façon comme une autre de répondre à ces risques qui sont ceux que je viens d'évoquer. Alors, quels sont les drivers de la normalisation? C'est d'abord ces fameuses parties prenantes que j'évoquais. Les clients, les consommateurs qui ont envie d'avoir confiance dans les conditions sociales de production des produits ou des services qu'ils consomment, dans les conditions environnementales également. Ce sont les investisseurs. On parle d'investissement socialement responsable, dont deux dimensions sont l'environnement et le social. On parle également de l'opinion publique et des médias qui sensibilisent beaucoup les citoyens aux domaines sociaux et environnementaux. Les dirigeants également. Les dirigeants, eux aussi, ont besoin d'avoir confiance dans leur système de management et dans les résultats sociaux et environnementaux de leur entreprise. Donc, il y a un certain nombre de groupes qui poussent les entreprises à devenir plus fiables dans le domaine social et dans le domaine environnemental. Et une des façons de devenir plus fiable, c'est évidemment de pouvoir donner des signaux à tous ces parties prenantes, à tous ces stakeholders, que les systèmes de management d'un côté, les produits et les services de l'autre, correspondent à un certain nombre de normes sociales et environnementales. Il y a également des freins à la normalisation. Juste deux freins, c'est d'abord les coûts. La normalisation coûte cher. Et deuxièmement, ce sont le choix des normes et le choix des certificateurs. Car s'il y a des domaines dans lesquels, la comptabilité en particulier, les choix sont restreints, eh bien dans le domaine social, dans le domaine environnemental et surtout social, il y a une pluralité de normes qui compliquent véritablement le choix des décideurs. Dans le domaine environnemental, on commence à y voir un peu plus clair, grâce à l'existence de la norme ISO 14001, qui en est à sa deuxième version, et qui devient aujourd'hui la norme généralement acceptée pour les SME, les systèmes de management environnementaux, et qui est reprise par un règlement européen, le règlement EMAS, Eco-Audit. Dans le domaine social, par contre, c'est encore la jungle. Les Américains ont frappé les premiers avec une norme qui s'appelle toujours SA 8000, qui a eu le mérite d'être une des premières, mais qui posait beaucoup de difficultés d'application et surtout de conception anglo-saxonne. Et après, tout le monde a essayé d'en rajouter. Les Belges ont essayé d'avoir un label social royal, national, ce qui a été un échec. L'OIT a proposé une norme. Je ne parle pas des principes de l'OIT, qui sont autre chose, mais je parle d'une norme de l'OIT en matière d'hygiène et de sécurité. La France a essayé de créer, elle aussi, plusieurs labels. Label ou norme, c'est à peu près pareil. Vous avez le label égalité, vous avez le label diversité, avec plus ou moins de succès. Mais on a une pluralité de normes qui, évidemment, rendent difficile le choix du décideur. Alors, face à je dirais, cette complexité, il y a... Merci, tu es gentil. On travaille à deux, c'est beaucoup plus simple. Il y a aujourd'hui, en tout cas, deux choses qui apparaissent. C'est d'une part le fait qu'on peut, en matière de normalisation sociale et environnementale, travailler au niveau des systèmes de management. Et il y a 4 ou 5 normes dans nos domaines qui concernent les systèmes de management et qui ont la particularité de toutes être construites sur un même modèle, qui est le modèle de la norme ISO 9000, donc management de la qualité. Et puis il y a des normes qui sont des normes de produits et qui s'intéressent, elles, à des niveaux. Les normes de système de management s'intéressent plutôt à des process de management, tandis que les normes de produits sont des normes de résultats. Alors, on ne peut pas trop rentrer dans le détail, mais vous le voyez sur ce transparent, cette pluralité de normes fait que, aujourd'hui, contrairement au domaine comptable, on a des problèmes de choix et on espère que la norme, mais qui a du mal à voir le jour, qui a été mise en chantier depuis 2002, mais qui a été relancée en 2005 et qui a failli mourir il y a 3 jours, la norme ISO 26000, en matière de système de management de la responsabilité sociale de l'entreprise, permettra de devenir un cadre unificateur pour les aspects sociaux et environnementaux. Mais c'est une norme qui, pour l'instant,
a du mal à concilier les différentes parties prenantes, d'un côté les employeurs et de l'autre les ONG, et de l'autre surtout les ONG, parce que les employés ne sont pas forcément hostiles aux conceptions des employeurs en matière de responsabilité sociale. Alors, voilà donc ce que je voulais dire rapidement sur l'avantage de la normalisation qui donne confiance aux parties prenantes. Je voudrais quand même terminer en disant que tout ceci ne se fait pas sans un certain nombre de limites. J'en citerai simplement deux, des limites techniques et des limites politiques. Les limites techniques, c'est que la normalisation, dans son sens le plus noble, s'appuie sur un consensus. La normalisation, elle doit être le résultat d'un consensus. Au niveau de l'ISO, c'est ce que l'on cherche à faire pour la norme 26000, et ce consensus est toujours fragile. C'est pour ça que les normes sont révisées à peu près tous les 4 ou 5 ans. Dans un domaine aussi sensible que la responsabilité sociale, dans un domaine aussi chaud que le social et l'environnemental, il est évident que ce consensus n'est jamais acquis définitivement. Donc il y a un problème technique et un problème politique. Et enfin, en conclusion, je voudrais dire qu'on ne peut pas attendre de la normalisation sociale et de la normalisation environnementale qu'elles résolvent tous les problèmes, y compris sociaux et environnementaux. Cela fait partie de ce qu'on appelle la soft law, et la soft law a ses limites. La soft law, en fait, ne peut pas, par nature, par exemple, remplacer la réglementation. Et dans l'esprit de l'ISO ou dans l'esprit des normalisateurs, cela est très clair. Ils disent que la première des contraintes d'une entreprise ou le premier des engagements sociaux de l'entreprise, c'est d'appliquer la réglementation. Donc la réglementation nationale, internationale, lorsque des instances internationales existent, c'est d'abord d'établir des règles erga omnes à l'égard de tous. La normalisation, c'est une deuxième étape pour les entreprises qui sont souvent les plus innovantes ou celles qui sont dans des situations de dépendance par rapport à des donneurs d'ordre qui leur imposent d'être normalisés, mais il ne faut pas poser le problème comme il est parfois posé de façon, de mon point de vue, maladroite, réglementation versus normalisation, hard law, soft law, il faut l'un et l'autre. Merci.